Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Cash Confidence. Merci encore à Boursorama qui nous permet de le faire dans ce magnifique studio et avec qui on partage la même vision, parler d'argent sans tabou et déconstruire tous les biais qu'on peut avoir par rapport aux finances. Aujourd'hui, on va parler d'une question essentielle, surtout que c'est une question qui revient souvent après chaque épisode. Comment je peux changer concrètement mon rapport à l'argent ? C'est une question on doit parler d'émotions, on doit parler de croyances, on doit parler de blocage, on doit parler de peur. Et pour justement répondre à cette question, on accueille aujourd'hui Thomas Bouchard. Il est coach professionnel certifié, il accompagne des entreprises et des professionnels pour construire leur sérénité et leur ambition. Bienvenue Thomas. Merci. Donc pour commencer, peut-être que tu peux nous expliquer un peu plus qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Et donc je suis coach professionnel, je suis à mon compte depuis 5 ans et auparavant j'ai passé 17 ans dans le BTP où j'étais DRH pendant une dizaine d'années et puis sinon j'arrive de Lyon. Super, jusqu'à Paris, donc on a trop de chance de t'avoir ici avec nous. Pour attaquer le sujet, on va commencer avec juste une première question qui me paraît assez importante. Quand on parle de changer le rapport à l'argent, c'est aussi important de définir ce qu'on entend par rapport à l'argent. Oui. Comment est-ce qu'on concrètement on peut définir et évaluer son rapport à l'argent ? On parle parfois dans le coaching d'écoute corporelle aussi, des signaux, des sensations qu'on peut écouter, entendre. Est-ce que tu as des pistes un peu pour mieux comprendre quel est notre rapport à l'argent ? Alors le rapport à l'argent, c'est un sujet qui est très très profond. Ouais. Je pense que même on ne peut pas toucher le fond du sujet tellement il est profond. D'un point de vue corporel, je pense en effet que si tu écoutes ce qui se passe dans ton corps quand tu es en tension sur l'argent, je pense que tu vas vite comprendre ce que ton corps t'envoie comme message. Ça peut être une boule au ventre ou je ne sais quoi, mais ça je pense que tout le monde le connaît ce sujet, l'a vécu, mais c'est sûr que plus c'est fort, plus il y a des choses à aller creuser et chercher, quoi. Et par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de biais par rapport au fait que quand on est à l'aise financièrement, on n'a plus de problème avec l'argent. Sauf que c'est faux. Parce que même les gens qui sont très à l'aise financièrement, parfois ils ont plein de nouvelles blocages ou juste des nouvelles sensations qui arrivent justement quand on commence à accumuler de l'argent. Donc comment ça se passe justement ce rapport qui apparemment ça reste toujours, ça dépend pas du niveau de vie de la personne. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, je suis pas un spécialiste de l'argent, mais j'accompagne des gens qui me parlent d'argent de temps en temps. Donc, c'est ça qui va faire mon témoignage, on va dire. Je pense qu'il y a une confusion entre l'argent en tant que valeur, en tant que je peux faire des choses, en tant que pouvoir, et puis un fantasme qui est le fantasme de la liberté, le fantasme de pouvoir tout faire. Voilà, il y a cette confusion-là qui fait que, en effet, des gens qui peuvent avoir beaucoup d'argent courent toujours après l'argent. C'est ce qu'on voit avec tous les plus riches dont on entend parler assez régulièrement, qui courent toujours après, mais on se dit, mais en fait, ils vont jusqu'où ? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça pour vivre ? Et en fait, on voit que c'est plus... L'argent n'est plus vu comme juste une valeur pour pouvoir vivre, mais autre chose, de démesuré, je pense. Et ça, je pense que ce syndrome, on peut tous l'avoir. Et donc ça vaut le coup là aussi d'aller creuser, de mettre des mots. Et justement, quand on met les mots, nous, on aime bien mettre les mots dans le cadre du podcast et montrer que souvent, des peurs dont on entend parler à droite à gauche, en fait, les peurs que nous, on ressent, c'est des peurs communes. Et c'est pas que des peurs que nous, on a et que... On en a parlé dans un épisode assez récemment avec Mariana qui disait aussi qu'elle a commencé l'investissement très tôt, mais même Mariana a eu des biais et des blocages au début. Alors quand moi je peux me dire avec tous mes biais et tous les blocages, j'en ai tout un tas, je peux me dire bah non, une personne comme Mariana elle investit depuis hyper jeune, elle doit être hyper à l'aise, elle est née en étant hyper à l'aise avec ta question. C'est quoi ? On est bien, mais non. Mais justement, je trouve que du coup très très souvent on oublie de parler de ces biais, on se montre rarement vulnérable par rapport à cette thématique et sans trop en dévoiler. Quels sont en fait toi souvent les blocages ou des problématiques parfois que tu peux voir dans le rapport que certains de tes clients, on peut dire clients, ouais. De tes clients ont par rapport à l'argent, que ce soit sur le plan pro ou professionnel. C'est une bonne question, ça fait appel à beaucoup de souvenirs, et pas que dans mon expérience de coach, mais également dans mon expérience quand j'étais DRH, où forcément on touche aux rémunérations,
On fait les augmentations, les primes, voilà, et ce qui suscite un tas d'émotions. J'avoue que c'est le sujet que je n'aimais pas traiter quand j'étais DRH, parce que voilà, j'avais tout le temps des gens qui venaient dans mon bureau et qui râlaient. Et j'avais fini par trouver une parade, un peu pour me protéger, j'avoue, mais qui était assez intéressante. C'était de dire aux gens, mais en fait, vous voulez combien ? Parce que les gens arrivaient en disant ouais, il y a eu des augmentations, j'ai eu moins qu'un tel, ou lui il touche tant. Toujours de la comparaison. Et donc dans ma tête, je me disais, mais en fait, c'est un problème de reconnaissance. C'est pas un problème d'argent. Et donc ma parade, c'était ça, c'est tu veux gagner combien ? Et j'avais, je sais pas moi, 90% des gens qui sortaient du bureau sans avoir donné de montant. Et donc voilà, on voit bien que c'est autre chose, qu'il y a de la confusion. Et pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Genre, tu penses que les gens ont du mal justement à sortir un chiffre, même que quand on va parler de rémunération, c'est presque évident qu'il faut sortir un chiffre, et quand même les gens, 80% des gens n'arrivaient pas à le faire. Parce que je pense, et ça c'est une question, alors pour le coup que j'ai traité en me mettant à mon compte, surtout que l'argent est un sujet forcément sensible chez moi, mais comme tout le monde, mais j'ai une famille nombreuse, puisqu'on a 7 enfants, et ça demande un petit budget quand même, et donc quand tu te mets à ton compte, tu te dis, est-ce que je vais réussir à dégager non pas ce que je dégageais avant comme argent, mais suffisamment pour vivre. Et donc la question c'est, j'ai besoin de combien pour vivre ? Et là, je me suis paluché tous mes relevés bancaires sur un an, ligne par ligne. Et là, tu regardes qu'est-ce qui est de l'essentiel, le loyer, les assurances, la nourriture. Qu'est-ce qui est de l'important, peut-être faire des cadeaux, des trucs comme ça. Et qu'est-ce qui est du superflu ou de l'ordre du luxe, on va dire, des vacances, voilà. Et ça te permet de te dire, mais en fait, j'ai besoin de ça pour vivre. En dessous, ça devient vraiment compliqué. Ce schéma-là, je le vois très peu, et y compris chez peu d'entrepreneurs. Et alors que c'est la base, puisque moi je sais quand je me suis lancé, j'ai calculé ça, je l'ai transformé en chiffre d'affaires, donc ça veut dire que j'ai besoin de faire tant de chiffre d'affaires par an, et après je regardais si c'était faisable ou pas, parce que je connaissais le marché du coaching, j'ai vu que c'était faisable, et donc j'ai pu me lancer. Mais si tu fais pas ça, t'as pas de repère en fait, et donc on est dans le fantasme. Voilà, un exemple concret, c'est prenez vos relevés de banque et calculez tout. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça rejoint beaucoup cet épisode qu'on a pu faire sur, en fait, même quand des femmes se lancent dans l'investissement, on a fait un épisode notamment sur est-ce qu'on peut faire confiance à son banquier. Et en fait, la conclusion, c'était que oui, si le banquier, tu viens le voir sans savoir quoi lui demander, ça sert à rien d'aller le voir. Par contre, il faut se poser plusieurs questions en amont pour comprendre quelle est sa propre relation à l'argent et arrêter d'écouter ses voisins et tout le reste. Oui. Et l'autre chose que j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, c'est ce besoin de le lien entre reconnaissance et argent. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que je pense que la reconnaissance provoque aussi énormément de problématiques dans le rapport qu'on peut avoir par rapport à l'argent. Parce que du coup, finalement, on va pas évaluer ce dont on a besoin en fonction de ce dont on a besoin, mais en fonction d'une reconnaissance extérieure par comparaison. Comment est-ce qu'on sort de ce schéma ? Est-ce qu'il y a des techniques dans le coaching qui existent qui nous aident un peu à émerger de cette association reconnaissance-rémunération où on est obligé de consulter quelqu'un pour s'en sortir ? Alors je sais pas s'il y a une technique, je pense pas, parce que de toute façon le coaching c'est une méthodologie où on y va par questionnement, et oui on peut avoir des outils par moment, voilà, mais c'est beaucoup des questions qu'on va poser à la personne pour essayer de cheminer, donc ouais, on est là pour dénouer des nœuds que chacun peut avoir, et c'est sûr que sur la question de l'argent, je pense que des nœuds on en a tous. Donc aller en discuter avec quelqu'un qui est neutre sur le sujet, voilà, oui c'est pas mal. Après je sais pas avec qui on peut faire ça, si c'est avec un psychologue ou autre, mais je pense que ça vaut le coup d'aller regarder ça. Après je pense qu'on peut avancer tout seul aussi si on a envie d'avancer, mais c'est se poser les bonnes questions. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est assez simple, c'est j'ai besoin de combien pour vivre. Et qu'est-ce que je vise ? Moi, je sais que j'ai vraiment cette barrière, j'ai besoin de temps pour vivre. À partir de temps, je suis dans le confort. À partir de temps, je suis dans le luxe. Je vise le confort. Voilà. C'est aussi bête que ça. Et après, je pense peut-être aussi, tu vois, s'il y avait un outil à faire, ça, si je devais fabriquer un outil de coaching pour faire réfléchir les gens, je leur ferais peut-être des petites boîtes et leur faire marquer sur les papiers pourquoi tu as besoin d'argent, ou quand tu repenses à des moments où l'argent est venu te chercher, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça ? Et tu marques sur des petits post-it tes idées, et une idée par post-it, et après tu les mets dans ces différentes boîtes,
qui vont être c'est un vrai sujet par rapport à la valeur argent qui me permet de vivre, ou non, c'est un sujet plutôt psychologique, ou c'est un sujet familial. Voilà, tu peux t'amuser à classer comme ça les sujets. Voilà, ça serait une idée de méthode. Du coup, tu crées une boîte par secteur, enfin typologie de vie, donc famille, société, reconnaissance, et après, et par besoin exemple, vital, ouais. et ensuite tu mets le papier. Ouais. De toute façon, on va faire ça cette année. Et en même temps, si je me permets de faire, c'est pas forcément une provocation, mais je pense que cette approche de d'abord faire un budget, de comprendre justement où va mon argent, qu'est-ce que c'est essentiel, je pense que c'est une bonne étape. Mais après avoir discuté avec pas mal de femmes, et notamment des femmes qui sont, souvent quand il y a des familles monoparentales, sont des femmes, 80% des cas sont des femmes qui sont dans les chefs des familles monoparentales, cette question budget, je crois pas que les femmes ont besoin de plus de clarté sur leur budget. Par contre, quand on pousse justement pour aller loin, genre plus loin et commencer à investir, penser à l'autonomie financière, oser plus, réfléchir à des objectifs un peu plus ambitieux que justement le budget, c'est là qu'on trouve de la difficulté. C'est là que pour les femmes, ça devient un peu plus difficile. Donc je pense que cette étape budget, oui, mais je suis convaincue que les femmes le font déjà bien parce qu'elles ont besoin, parce qu'elles ont souvent des gens qui dépendent d'elles, plus que des pères monoparentales et tout ça. Donc comment justement changer les rapports à l'argent quand on veut aller au-delà du budget, quand une fois qu'on a passé cette étape et qu'on veut aller plus dans l'ambition, plus dans des choses qu'on ne nous ont pas appris et qu'on n'est pas habitué. Vaste question. Je ne sais pas trop comment te répondre là-dessus, si ce n'est que ça va toucher au sujet de l'ambition et que c'est un vrai sujet puisque tu peux là aussi avoir beaucoup de gens qui vont te dire « je rêve d'écrire un livre » et ils l'écrivent jamais. Parce que ça reste une ambition. Alors, avec mes termes techniques, je dirais que c'est pas une ambition, c'est un rêve. La différence, c'est que l'ambition, c'est vraiment un objectif que tu vas te fixer à quelques mois, 1 an, 2 ans, et tu vas créer ton chemin pour y arriver. Et donc, peut-être que ce dont tu parles est plus de l'ordre du rêve que de l'ambition. Ok. Mais quand même... Ouais, vas-y. Non, mais vas-y. Donc, je sais pas si c'est clair, mais c'est-à-dire que ça reste en tête, c'est une envie, Ouais. mais on fait rien pour. Ouais. Mais on fait rien pour parce que souvent on a des blocages de la société, de la famille, de la façon que la société nous montre qu'est-ce que c'est une ambition d'une femme, qu'est-ce que c'est l'argent pour une femme, parce que notamment l'investissement a été accessible aux hommes pendant longtemps et quelque chose de beaucoup plus récent pour les femmes. Donc comment changer ce rapport et pouvoir justement réaliser ses rêves et le voir comme un chemin à parcourir? J'ai une solution très simple. Allez. De créer un podcast et de faire témoigner des femmes qui se sont retrouvées dans ces situations et qui ont réussi. Parce que je pense que, ouais, en effet, il y a une pression sociale, il y a des injonctions, il y a tout ça qui peut t'enfermer. Malgré tout, tu peux avoir des gens qui n'ont pas de budget, qui sont très, très justes et qui y arrivent. C'est ces parcours-là qu'il faut aller regarder comment ils ont pu faire et tout. Et je pense que ces gens-là sont capables, en effet, de transformer leurs rêves en ambition et de se créer le chemin pour y arriver. Mais après, moi, alors déjà, je suis un homme, donc voilà, puis je suis pas un spécialiste non plus de l'argent, donc je le connais pas, ce chemin, mais c'est ces témoignages-là qu'il faut aller prendre. Et puis, je pense aussi que d'un point de vue éducatif, en France, et ça touche aussi bien les femmes que les hommes, quoi, du moins ça, c'est moi qui pense ça, c'est que jamais on apprend à gérer un budget, quoi. Jamais, dans aucune école ou nulle part, alors que ça devrait être obligatoire au lycée, voilà, et qu'on pousse des gens à témoigner sur comment je fais pour aller plus loin que ce que la société me met comme barrière, en fait. Donc il y a une question un peu de liberté, d'envie aussi, et d'entrepreneuriat presque. Après, c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire dans la saison 1, et le gros problème, c'est que aussi très souvent, quand tu as dépassé tes blocages et que tu as réussi à investir, t'oublies certaines difficultés que tu as pu traverser avant, parce qu'on a un cerveau qui oublie certains traumas, ouais. et on lisse énormément l'histoire. Et c'est assez difficile, du coup, parfois, de retrouver
tous les aléas, tous les questionnements, parce qu'ils sont oubliés en fait. Raison pour laquelle après, sur les saisons d'après, on passait sur des questions concrètes que des femmes se posaient avant de passer à l'action, on leur demandait d'intervenir dans les épisodes, et ensuite on demandait à un expert d'y répondre, parce qu'on trouvait que c'était du coup un peu plus actionnable de ce point de vue-là. Mais c'est aussi assez compliqué de ce passage-là, et je pense que pour un peu plus orienter la question de Mariana, il y a un lien qui est à mon avis très fort avec le coaching, où l'une des raisons qui empêche ce passage à l'action provient des pensées limitantes. Et je pense qu'en tant que coach, c'est un aspect sur lequel je travaille aussi souvent. Et pensées limitantes qui sont assez similaires à ce qu'on peut trouver dans le monde de l'entreprise. On tombe sur beaucoup de femmes qui ont le syndrome de l'imposteur, beaucoup de femmes qui ont peur d'avoir trop d'argent et que c'est sale et que avoir de se payer, c'est mal. Des femmes aussi qui vont se dire « je vais tout perdre, je vais me faire arnaquer ». Et en fait, c'est tout un tas de pensées limitantes acquises par la sphère familiale, par la société, par l'éducation, par le monde professionnel. Et comment est-ce que justement, quand on commence à prendre conscience de ces pensées limitantes, déjà, comment en prendre conscience? Et d'autre part, est-ce qu'il y a des techniques qui proviennent du coaching ou des questions parfois que tu peux poser aussi en début de phase de coaching qu'il faudrait se poser pour réussir à dépasser ces premiers biais? Alors je pense déjà qu'il y a un schéma à comprendre sur les croyances ou les pensées limitantes qui est assez intéressant qu'on apprend en école de coaching, qui te dit en gros, tu as des intentions, tu as des envies, après tu as des pensées et après tu as des actes. Si tes actes ne te permettent pas de faire aboutir tes envies, c'est que ça se passe au niveau des croyances. Donc déjà, ça tu peux l'observer entre tiens, j'ai des envies, je fais plein de trucs et j'arrive pas à y arriver. C'est qu'il faut changer de mindset, il faut voilà. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue, ça tu l'as très bien dit. Après, là aussi, il n'y a pas un exercice type de coaching qui te permet de résoudre ça d'une baguette magique, hein, sinon ce serait facile et on n'aurait pas besoin de coach. On aurait juste besoin de livres, et ça se trouve il y a des livres très bien là-dessus, hein. Mais je pense par le questionnement, c'est justement comprendre, quand tu comprends qu'il y a une différence entre ce que tu veux et ce que tu obtiens, c'est souvent par la discussion, on n'empêche qu'on avance. C'est un travail d'introspection, d'humilité aussi, de mise à plat, parce que les croyances limitantes elles sont limitantes, mais parce qu'elles sont bien cachées, donc c'est pas facile de les trouver tout seul, hein. Donc c'est en écoutant, c'est en s'inspirant, et c'est en discutant qu'on va réussir peut-être à les trouver. Après, un coach, bien entendu, va avoir un œil particulier là-dessus, et c'est quand tu vas travailler en coaching avec quelqu'un, et tu vois bien que la personne, elle n'arrive pas à avoir ce qu'elle obtient, et tu entends des petites phrases, et il y a des moments, il y a des trucs où tu te dis mais c'est marrant, pourquoi la personne dit ça, quoi? Pourquoi ça? Et donc ça, nous en coaching on dit qu'on dénonce les choses, donc on le dit, on les montre du doigt avec beaucoup de bienveillance, parce que le but c'est pas de mettre la personne dans le chaos, même si ça peut mettre sa personne dans le chaos, hein, mais l'idée c'est vraiment c'est étonnant ce que tu dis là, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction, c'est vraiment ça que tu as voulu dire, parce qu'on peut réfléchir comme ça aussi, c'est toute cette contradiction que tu amènes de manière non jugeante, mais juste pour ouvrir les yeux de la personne. Et ça marche très bien, ça. Top. Et ce que j'entends là-dedans aussi, c'est qu'il y a une nécessité de dialogue pour réussir à confronter aussi son opinion. Oui. Et on s'est retrouvés parfois dans des témoignages assez fous après certains challenges. On a des challenges pour accompagner des femmes pour se lancer dans l'investissement. Et certaines femmes qui nous disaient qu'elles n'avaient même pas parlé à leur sœur, ni même à leurs amis. Elles avaient osé parler du fait qu'elles avaient fait ce challenge. Ah oui. Et en fait, on se retrouve avec beaucoup de femmes qui sont très isolées par rapport à ces questions parce qu'elles n'en parlent jamais. Ouais. Et du coup, face à l'isolement, est-ce qu'on a des solutions? Parce qu'on avait fait une partie des challenges, on a développé avec Dana une partie d'exercices sur justement les croyances limitantes. Et beaucoup de ces exercices étaient centrés autour de l'écriture de lettres. Par exemple, écrire une lettre à soi-même pour dans un an avec ses objectifs, ou écrire une lettre à sa famille, ou écrire ses objectifs. Est-ce que du coup, l'écriture est un moyen d'entrer en contradiction avec soi-même et confronter ses idées? Oui, complètement. Il y a même ce qu'on appelle les pratiques narratives. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais... Non, vas-y. En gros, l'idée, c'est qu'à l'intérieur de toi... Alors, je ne suis pas un spécialiste non plus des pratiques narratives, donc je vais les dire avec mes mots, mais... Pardon. À l'intérieur de toi, tu vas avoir plein de voix différentes qui vont te parler. Il y en a qui vont te donner des injonctions, d'autres qui vont te donner des envies, d'autres qui vont
te faire la voix de la raison, l'autre qui va te donner un rôle d'enfant rêveur. T'as plein de personnalités qui te parlent dans ta tête. Et bah, tu vas toutes les faire parler. Ok. Tu vas toutes les faire parler. Et par exemple, il y en a une qui va dire tiens, l'envie, qu'est-ce qu'elle me dit sur l'argent? Elle me dit ça. Ok, tu écris. Et après, tiens, et l'injonction de la société, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ce qui vient d'être écrit? Et ok, et maintenant, celui qui est la mère de famille, qu'est-ce qu'elle dit? Et tu fais écrire chacune de ces personnalités, tu les fais rebondir. Et là, ça permet déjà d'évacuer, de prendre un peu plus conscience. Parce que c'est ça le sujet, c'est de monter en conscience en fait sur ce qui se passe. Et après, ça te permet de choisir. Et donc c'est une manière d'évacuer un peu ces croyances limitantes seul, j'allais dire. Après, là aussi, sur les pratiques narratives, c'est quand même bien d'être accompagné. Ouais. Donc je reviens quand même toujours à ça. Même si, je pense que on peut avancer seul, mais ça demande du temps de réflexion, du temps où on est coupé de toute sollicitation. Voilà, tu pars marcher 5 jours tout seul où tu croises personne en autonomie. Les 3 premiers jours, ça risque d'être difficile, parce que dans ta tête, ça va se bousculer. Mais après, les réponses, elles vont arriver. Voilà comment tu peux avancer seul. Tu te fais un remix de Inside Out version financier avec tous les petits personnages qui se parlent. Ça doit être sympa. Ouais, c'est ça, ouais. C'est clair. Et par exemple, est-ce que il faut aussi une sorte de révisiter les expériences passées par rapport, par exemple, à des problèmes financiers? Si, je sais pas, moi, j'ai eu une situation, que j'ai eu une dette, et ça a créé presque un trauma parce que j'avais trop peur de ne pas repayer cette dette. Et justement, je veux pas reprendre une dette, même que, par exemple, c'était une dette liée à la consommation et j'ai la possibilité de prendre un prêt immobilier pour acheter mon appart, donc quelque chose qui est assez différent, mais justement, je sais qu'il a quelque chose ancré sur moi. Est-ce que, qu'est-ce que tu conseilles dans ce cas de figure? Parce que c'est vrai que c'est une situation qu'on a pas mal d'auditrices qui me posent la question. Ça, c'est hyper intéressant, c'est l'historique. Ouais. Et tu peux remonter loin, parce que tu peux même faire de l'historique sur ta généalogie, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de tes ancêtres, dans les injonctions aussi, qui sont passées de manière plus ou moins inaperçue dans l'éducation que tu as reçue. On va te donner des points de repère, voilà, et tu vis avec ce passé. Et en plus de ça, au bout d'un moment, toi, tu commences à grandir, donc tu commences à pousser un petit peu ces points de repère, et tu te fais ta propre expérience, et là, oui, peuvent arriver des traumatismes. Alors les traumatismes, les vrais traumatismes qui sont vraiment bloquants, là, c'est psychologue ou psychiatre, c'est de l'EMDR ou des choses comme ça, des techniques qui te permettent de classer ces traumatismes et qui te permettent de réavancer. Et puis tout le travail historique plus loin, déjà, est-ce que tu as l'information de ta famille, tout ça, mais donc ça vaut le coup d'aller creuser, comprendre de quelle origine sociale étaient tes parents, tes grands-parents, qu'est-ce qu'on disait sur l'argent aussi. C'est toujours intéressant si on peut de choper cette information, et après soit ça suffit, soit si c'est vraiment des points très forts, là aussi c'est se faire accompagner là-dessus, quoi. Et c'est vrai qu'une chose aussi qu'on a écoutée auprès des challenges, c'était des femmes on avait une cible, on va dire, entre 25 et 40 ans, des femmes qui faisaient les formations, et parfois on avait des femmes qui passaient par la formation et qui disaient j'ai commencé à regarder les sessions avec ma mère, parce que justement elle n'était pas forcément dans la cible, elle était plus âgée, mais les réflexions, ça m'a permis de commencer une discussion avec ma mère, parce que je voyais qu'il avait des blocages qui viennent justement de mon héritage familial. Et comment ça se voit justement, quels sont un peu des biais ou des notions par rapport à l'argent qui peuvent venir de ma mère, de ma grand-mère, même plus loin? Repense à toutes les soirées que tu as passées avec elle et vous avez parlé d'argent, et quand vous n'étiez pas d'accord sur certaines choses, peut-être que là, il y a des blocages. Mais ce qui est plus complexe là-dessus, c'est quand même dans une société très française, et je le vois beaucoup, j'ai beaucoup d'exemples. Ça reste un sujet dont on parle jamais, et ça reste un sujet où même parfois, souvent, c'est même mal vu de l'aborder avec ses parents. Oui. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup de non-dits sur toutes ces thématiques-là. Est-ce qu'il y a des techniques pour déclencher une discussion sans que ça soit mal vu? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de remonter sur ces histoires-là, d'autres signes qu'on peut voir sans que ça soit mentionné? Non, il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique, parce que là, ça va dépendre vraiment de la situation de chacun. Tu as des familles où
où dès que tu prononces le mot euro ou dollar ou j'en sais rien, ça va provoquer des explosions. Donc là, c'est quand même compliqué, quoi. Il faudrait une médiation familiale. D'autres personnes qui sont plus à l'aise, et là, il suffit de franchir le pas. Non, j'ai pas de technique. Ouais. Pas de technique. Oui, en partie avec, mais non, c'est ça aussi qui est source quand même de beaucoup d'inégalités, parce que du coup, comme l'école ne prend pas forcément le pan sur l'éducation financière, c'est très orienté par la famille. Quand c'est des sujets qui restent tabous, ils sont très tabous. Bah, tu restes seul. Ils en parlait beaucoup dans les challenges aussi, c'est que finalement l'argent est parfois même plus tabou que la sexualité, dont on parle même beaucoup plus entre amis, en famille, dans d'autres contextes. Et c'est ça qui est quand même très très perturbant avec ce sujet-là par rapport à tout le reste, alors que c'est au cœur de tout. Et que tu retrouves en entreprise, notamment, où il ne faut pas parler d'argent sauf au moment de l'embauche, et sinon, dès que tu en parles, ça crée des explosions dans tous les sens. Non, c'est un vrai problème. Et il faut en parler, il faut en parler, je pense, avec des personnes plutôt neutres, qui n'ont pas d'enjeu avec vous, ou sinon des vraies personnes de confiance. Mais pour éviter les biais, c'est bien quand même d'être avec des professionnels de l'accompagnement, ça marche plutôt bien. Disons qu'aujourd'hui, c'est la seule solution qui est sur le marché que je peux te dire, c'est celle-là, quoi. Ici, je pourrais revenir à justement ce que tu mentionnais avant, à cette conception de budget, cette importance de savoir justement combien j'ai besoin pour vivre chaque mois. Une chose qu'on voit souvent auprès de nos auditrices, c'est justement cette peur de manquer. Donc même quand on sait que, par exemple, j'ai besoin de 2 000 € par mois pour payer mon loyer, payer mes factures, quand même, je commence à gagner 2 000, 3 000. Donc j'ai assez pour payer mes factures, mais j'ai même assez pour mettre de côté, pour commencer à investir et me sentir à l'aise. Et pourtant, je reste avec cette peur de c'est jamais assez, et si quelque chose m'arrive, et si j'ai une urgence. Donc comment traiter dans ce cas, comment réfléchir dans ce cas que c'est pas forcément, même quand j'ai franchi cette étape du budget, j'ai quand même la sensation que c'est pas assez. En fait, c'est comme sur... j'allais dire, je vais faire les mêmes réponses que je fais depuis le début, mais parce que je pense que c'est toujours le même sujet, c'est que c'est une problématique qui est très profonde. Ça touche, notamment, moi j'ai découvert ça il y a quelques années, au sujet de l'indépendance financière des femmes, avec l'émancipation. Il y a vraiment cet attachement très fort à l'argent qui est je dois me débrouiller toute seule. Parce que si je divorce, si machin, voilà. Et donc cette peur, elle est très profonde. Deux, là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tant qu'on n'a pas mis de chiffres, tant qu'on ne s'est pas rassuré et qu'on rentre dans le détail, ça reste une peur fantasmée et qui vous court après, quoi. Mais par exemple, même reprogrammer, on va dire, justement aussi, j'ai, en plus d'avoir peur de ne pas avoir assez, je dois me débrouiller toute seule. Comment reprogrammer d'une façon que je peux compter avec quelqu'un d'autre, je peux demander de l'aide, je peux sentir que je peux avoir assez, je peux avoir plus même. Là, c'est le sujet de la confiance. La confiance, c'est ça, c'est croire que l'autre est capable de. Donc ça veut dire, si j'ai confiance dans mon couple, c'est que sur les questions d'argent, c'est que je crois que l'autre est capable de tenir un budget, de pas trop dépenser, ces trucs-là. Et là, c'est un sujet qui est quand même assez compliqué, parce que comme il n'y a pas d'éducation sur l'argent, c'est pas évident d'être toujours sur le même pied d'égalité là-dessus. Et donc quand quelqu'un arrive avec déjà des peurs, et que voilà, il faut de toute façon aborder ce sujet en couple parce que sinon à un moment ça te rattrape, mais de toute manière c'est un sujet qui est quand même pas simple, mais là il faut en parler le plus possible et en étant conscient, donc ce niveau de conscience dont je parlais tout à l'heure, conscient que on a des croyances, qu'on a des peurs, faut être très humble par rapport à l'argent. Et si tu arrives à discuter de ces sujets de fond en couple, sans avoir peur d'être jugé, c'est la plus grande des confiances. Puisque quand on parle d'échelle de confiance, on dit que la plus grande des confiances, c'est pouvoir parler de ses peurs. Et l'autre chose un peu en lien, l'autre méthode dont on parlait aussi souvent dans le challenge, c'était la méthode Kaizen des petits pas. On va en parler à chaque fois de... Ouais. Et
à chaque fois, on se dit aussi qu'il faut pas tout réduire au petit pas parce qu'on parle aux femmes et qu'il faut pas tout réduire à des petites sommes, petits montants quand on parle aux femmes. Mais souvent, la solution qu'on propose pour se lancer quand on n'ose vraiment pas, et on voit beaucoup de femmes qui ont un syndrome de l'imposteur, qui vont enchaîner les formations mais jamais commencer, le mieux c'est de commencer par des petites sommes et de faire des choses régulièrement. Qu'est-ce que tu penses de ça et comment est-ce qu'on l'applique concrètement Alors, cette technique? pour le coup, je vais te parler d'un outil Ok, très bien. que j'utilise souvent dans les coachings d'aventuriers que je fais, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je fais des coachings d'aventuriers, donc des gens qui partent plusieurs mois avec des budgets, donc là on parle forcément d'argent. C'est un concept tout simple, mais que j'aime beaucoup, où tu vas faire un cercle qui s'appelle la zone de confort, puis un autre cercle autour qui s'appelle la zone de progrès, et enfin derrière c'est la zone de danger. Ce que tu dois mettre en place doit te sortir de ta zone de confort. Par contre, il faut éviter de tomber dans la zone de danger. Et donc, si tu veux faire des investissements, là tu écoutes ton corps, et tu vas ressentir d'un point de vue émotionnel ce que tu ressens par rapport à cet investissement. Si c'est trop fort, si ça fait trop peur, ces trucs-là, c'est que tu es dans la zone de danger. Et donc toute la question, c'est est-ce que j'abandonne parce que c'est la zone de danger, donc c'est pas OK, ou c'est qu'est-ce que je mets en place pour ramener ça dans la zone de progrès. Peut-être que si je veux faire ce type d'investissement en crypto-monnaie, je veux dire, quand tu connais rien, tu es clairement en zone de danger, quoi. Donc c'est soit, j'y vais pas, soit deux, c'est vraiment de quelles informations j'ai besoin pour me sentir sécurisé. Donc ça va demander un temps de formation, d'apprentissage, voilà. Donc là, tu peux vraiment écouter ton corps pour ça, quoi. Hyper clair. Et ce que je trouve aussi... Moi, ce que je trouve particulièrement injuste dans cette situation, c'est, tu vois, quand il y a cet ouvrage assez connu sur le père riche et le père pauvre, et du coup, on remontre à quel point, finalement, les personnes qui viennent de familles, qui ont de l'argent, ont pris l'habitude d'en parler, donc du coup, vont partir avec moins de biais. Plein d'autres problématiques, mais moins de biais, donc potentiellement... plus de capacité d'endettement, une autre vision de l'argent, une autre vision du budget, versus des personnes qui viennent de familles plus pauvres, où finalement on n'en parle jamais, et qui ont tellement de choses à déconstruire qu'en fait c'est un sujet qui en permanence repoussé au lendemain. Truc qui nous a beaucoup marqué quand, fin 2025, on a fait un sondage sur les 500 personnes qui ont fait le challenge en 2025, il y en a quasi 50% qui ont coché au début, j'investirai en 2026, vous inquiétez pas. Et c'est quelque chose qu'on continue de repousser. Dans ce cas de figure, on repousse et on finit par réaliser qu'on le repousse. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre aussi en place? Est-ce qu'il y a des outils qui existent pour déjà d'une part réaliser qu'on repousse continuellement et d'autre part se forcer à finalement faire ces exercices de réfléchir à soi, réfléchir au budget, poser les problèmes, utiliser aussi les outils du coaching et passer aux méthodes Kaizen. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas de figure-là? Alors, je vais revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je vais l'expliquer sous forme d'outils. Ouais. Je vous ai fait la différence tout à l'heure entre le rêve et l'ambition. Je ne sais pas si vous connaissez l'arbre de vie. Non. Allez. L'arbre de vie, c'est un exercice qui se fait en coaching où tu vas redessiner un petit peu ta vie, tu vas dessiner un arbre. Les racines sont tout ce qui t'a construit, tout ton passé. Tu en parlerais du passé tout à l'heure. Le tronc, c'est toutes tes forces. Et le feuillage, c'est toute la stratégie que tu mets en place pour atteindre une ambition. Et tout ça va donner des fruits. Et puis à côté de cet arbre, il y a un soleil. Le soleil, c'est le rêve. C'est lui qui va guider ton arbre dans sa manière de pousser. Et donc, alors là, je vous le raconte vraiment de manière... je vous explique en 2 secondes le concept, mais ça se travaille vraiment. C'est un sujet profond qui provoque beaucoup d'émotions. Donc là aussi, il faut le faire avec quelqu'un qui est formé sur le sujet. Voilà. Mais là, tu prends conscience des choses, de qu'est-ce qui est du rêve, qu'est-ce qui est de l'ambition, qu'est-ce que j'ai mis en place, et qu'est-ce qui me manque en fait pour y arriver, quoi. Moi, je l'ai fait, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Et c'était sur le sujet de l'argent. Faudrait qu'on le fasse. Ouais. et en lien avec ça, il y a une autre chose qui me marque énormément, c'est, tu parles de ce soleil, de ce rêve, mais finalement, les femmes ont très peu de rêves liés à l'argent. C'est quelque chose qu'on a toute une session dans le challenge où on demande aux femmes de se poser sur le why, de pourquoi est-ce qu'elles veulent investir. Finalement, un des principaux déclencheurs chez les femmes que nous, on a observé, c'est d'avoir des enfants, parce que dès lors qu'il y a des enfants, dans ce cas-là, on va investir, même en amont pour préparer son congé mat, on va investir pour les études de ses enfants, on va investir pour sa famille. En fait, on investit rarement pour soi et pour ses rêves à soi. Et on a beaucoup de personnes en face de nous, en fait, juste qui n'arrivent
pas à déterminer ce rêve. Et je pense que ça provient encore d'autres biais, d'autres blocages, de plein d'autres choses. Comment est-ce qu'on peut un peu dépoussiérer tout ça pour trouver ses propres rêves? Bonne question. Alors, j'ai envie de vous parler d'un outil qu'on a imaginé avec ma femme. Trop bien. Mais que j'aime bien. Je sais pas s'il va y répondre, mais c'est celui qui me vient. Je pense que si tu veux être bien en famille, d'abord, il faut t'occuper de toi, individuellement. C'est-à-dire que tu sois à jour sur tes besoins. De quoi j'ai besoin pour être heureux, pour me sentir bien. Voilà, j'ai besoin de... Et là, on est sur des besoins psychologiques, physiologiques, pardon. J'ai besoin de dormir tant, j'ai besoin de faire la lecture, d'aller au théâtre, de faire du sport, j'en sais rien. Et est-ce que je mets des ressources en face? Ma femme fait la même chose. Elle regarde ses besoins, les ressources, et après on échange pour connaître les besoins de l'autre et les ressources de l'autre. Donc d'abord, on est bien avec soi-même. Après, on est bien en couple. Et après, on est bien avec les enfants. Et ça, c'est pas intuitif, mais c'est comme dans l'avion, avec le masque à gaz. D'abord, tu te le mets à toi, après à l'enfant. Et donc, je pense que réfléchir comme ça, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ça permet de construire quelque chose de plus solide que de penser que aux enfants. Surtout, c'est top venant d'une famille avec 7 enfants, où je pense que... Ouais, mais ça donne assez de crédibilité. Ça nous a un peu poussé dans nos retranchements, donc ça force à réfléchir. Surtout quand on a besoin, nous, dans cette famille. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Mais voilà, moi, c'est un schéma que j'ai toujours en tête. Et après, voilà, je touche du bois. Hein. Je dis pas qu'on est du tout une famille parfaite ou parfaitement équilibrée ou quoi que ce soit, mais c'est c'est ce qui nous drive. Et dans ce schéma-là, justement, peut-être il y a certains enfants qui commencent à devenir potentiellement aussi un peu plus grands. Ouais. Et comment est-ce que vous les incluez aussi dans le schéma? Est-ce qu'à un moment donné, vous leur demandez... Est-ce qu'il y a des techniques ou des choses que vous mettez en place pour qu'eux aussi puissent commencer à s'exprimer de ce dont ils ont besoin, réfléchir à leur aussi indépendance financière, à toutes ces questions-là, ou c'est pas encore le cas? Ils sont encore un peu petits pour ça. Il y en a une qui est grande et qui a son budget pour vivre sa vie d'étudiante. En fait, moi, j'ai souvent des discussions sur l'argent, même avec les plus jeunes, pour justement pas que ça soit un sujet bloquant pour plus tard. J'en ai un qui veut devenir permaculteur, donc il veut être à son compte. Et en plus de ça, en plus des 7 enfants, on est touché par l'autisme, puisqu'on a 6 enfants sur 7 qui sont diagnostiqués. Et je sais que pour eux, l'avenir en entreprise, ça sera pas simple. Et ils seront, j'imagine, peut-être que c'est une croyance limitante, j'en sais rien. J'espère que les choses vont bouger plus vite que ça. Ouais, mais en tout cas, je les imagine bien être plutôt sur des métiers indépendants, où tu n'as pas la pression qu'il y a en entreprise, mais il y a d'autres pressions quand même, dont celle de l'argent. Et ce qui fait que aujourd'hui, moi, c'est des sujets que j'aborde très franchement avec eux, et je leur ai montré mes tableaux de gestion financière. Voilà, je leur explique comment gérer tout cet argent pour qu'ils soient le plus libres possible par rapport à ça quand ils seront plus grands, quoi. J'aime bien l'approche, et juste parenthèse, on a un épisode justement sur comment éduquer financièrement les enfants. Ah ouais, je vais l'écouter alors. Je fais la pub, c'est dans la 3e saison. Ouais, 3e saison. Je ne me trompe pas, ouais. Et en fait, une autre question que j'avais, c'est parce qu'on a beaucoup discuté de justement comment prendre conscience de son rapport à l'argent, de ses blocages, de potentielles peurs et tout. Et je pense que on peut être accompagné par un coach, on peut être accompagné par un professionnel, mais je pense qu'une fois qu'on avance dans la maturité justement de mon rapport à l'argent, ma santé financière, on peut avoir peur de retomber dans les anciens comportements. Comment justement traiter cette envie que ça soit constant, et surtout, est-ce que c'est capable de changer notre rapport d'une façon qu'on n'a plus besoin de penser à ça? Alors, je perçois plusieurs questions. Ouais. Je vais apporter plusieurs réponses. Alors la première déjà, c'est que je pense que on a la capacité de réfléchir seul. On n'est pas obligé de se faire systématiquement accompagner, mais il faut se donner les moyens de réfléchir seul. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, des temps d'introspection seul, coupé. Voilà, ça c'est. On est dans une société où on a toujours l'impression qu'il faut être accompagné pour avancer. Et on a perdu le fait qu'on a la capacité à réfléchir sur soi aussi. Capacité d'introspection. Ça, c'est la première réponse. Et j'ai oublié les autres questions. Est-ce que, justement, une fois qu'on se fait accompagner et qu'on a changé, est-ce que c'est réversible ou pas? Ouais, alors,
quand ton histoire, tu l'oublies pas. À moins d'être amnésique, mais tu l'oublies pas. Et notamment quand tu as vécu des traumatismes, ils reviennent derrière, et par moments, tu peux te faire rattraper. Mais là, ça remonte du travail, ça relève du travail du psychologue ou du psychiatre, pas du coach ou voilà. Mais alors tu peux apprendre à vivre avec un traumatisme, tu peux mettre des mécanismes en place pour éviter de revivre ce traumatisme, mais il sera toujours dans un coin de la tête. Je sais pas si c'est la réponse que t'attendais. Non, justement, et comment faire face à ça? Est-ce qu'on est capable de... Si j'ai un rapport un peu compliqué avec l'argent, Ouais. et que je fais beaucoup d'efforts, je mets de temps à justement essayer de changer ça, est-ce qu'on est capable une fois que quelque chose de similaire m'arrive, je vais pas forcément... vivre de la même manière parce que justement j'ai un peu déjà traité ce c'est le sujet du traumatisme en fait, tout simplement, et notamment du stress post-traumatique qui fait que tu vas revivre la situation à chaque fois que tu recroises un élément de la situation traumatisante au départ, et donc ça c'est vraiment un aspect presque médical. Voilà. Après, tu peux toujours aller faire des voyages initiatiques, où on en avait parlé quand on avait préparé l'émission, mais tu pars voyager plusieurs jours sans argent, ça va te créer un autre traumatisme, mais plutôt positif, qui peut-être effacera celui d'avant. Mais ça, je trouve ça assez intéressant. On a voulu parler au tout début du trauma de l'argent, et il y a une formation qui cartonne aux États-Unis sur le trauma de l'argent, et la terminologie de trauma est acceptée, Ouais. alors que quand on utilise ce terme de trauma en France avec l'argent, c'est une association qui paraît tout à fait incongrue à beaucoup de personnes. Ouais. Et autant il y a aujourd'hui, effectivement, je refais le parallèle parce que je trouve que c'est un autre sujet très tabou, il y a des sexologues, on prend le réflexe de consulter des sexologues en couple, autant sur la partie psychologique liée à l'argent, on va consulter pour des burn-out dans ce monde professionnel, on va rarement consulter parce qu'on ne sait pas combien on voudrait demander ou négocier son salaire. Comment est-ce qu'on arrive finalement à déconstruire ce biais où on va pas avoir un psy ou même un psychiatre pour parler des questions d'argent, et est-ce que, t'es d'accord que c'est légitime parfois d'aller voir un spécialiste de santé mentale sur ces thématiques-là parce que c'est profondément lié et ancré à des potentiels traumas et à des questionnements qu'on se pose et qui peuvent être résolus que par ce biais-là? Alors, je dirais même pas que c'est légitime, je dirais que c'est nécessaire, quoi. C'est que, oui, t'as raison, quoi. En fait, c'est un sujet qui est quand même central dans nos vies, qui est important pour beaucoup de gens, parce qu'en dessous d'un certain seuil, tu vis quand même sous le seuil de pauvreté, donc je veux dire, c'est un vrai sujet, et c'est tout à fait normal d'aller en parler, et c'est essentiel d'en parler. Rester seul avec ces sujets-là, c'est très lourd à porter, quoi. C'est très très lourd. Allez consulter un psy. Ouais, je sais pas si c'est un psy, mais en tout cas, c'est d'en parler en tout cas. Mais comme moi, je fais vraiment le lien entre trauma et argent. C'est quand tu regardes en profondeur les sujets, derrière le mot argent, il se cache des milliards de choses. Tout est confus et ça provoque un nombre de comportements qui sont pas justes, dans le sens ajusté, et qui entraînent plus vers le fond que vers le haut, quoi. T'as des exemples de comportements comme ça, juste quelques-uns en vrac, sans donner trop précis, mais de comportements potentiels qui peuvent en fait être des symptômes d'un plus gros trauma lié à l'argent? J'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Ce que je disais, quand j'étais DRH, de temps en temps, j'avais des gens qui venaient, assez régulièrement, des gens qui venaient râler sur leur salaire. Mais de temps en temps, quand c'était les plus gros salaires d'entreprise qui venaient râler, je me disais, là, il y a un truc qui déconne complètement, quoi. C'est pas possible. Je vais déjà lui montrer ma fiche de paye, et puis je vais lui montrer d'autres fiches de paye, quoi. Parce que est-ce qu'on peut râler quand on gagne autant, quoi. Donc ça, je me dis, là, il y a vraiment un sujet. Alors c'était l'ego qui ressortait à ce moment-là, mais derrière, c'est-à-dire qu'il y a des blessures bien, bien profondes. Le deuxième, c'est sur tous les voyages que j'accompagne. Les explorateurs qui partent plusieurs mois, comme Dana et Florian, parce qu'on a cité Dana. Et qui en dit un gros bonjour. Et Adèle et Paul juste avant. J'ai accompagné une quinzaine de voyages comme ça, des jeunes qui lèvent de l'argent pour partir plusieurs mois, aller explorer des entreprises, des organisations. Et donc il y a le sujet de l'argent, alors déjà le sujet de ton budget pour voyager. Et là, j'ai quand même beaucoup de voyageurs qui savent pas gérer de budget,
ou qui vont faire que de la compta, regarder ce qui est passé, mais qui font pas de la prévision. Il y en a qui s'en sortent très bien aussi. Hein. Mais derrière, en plus de ça, comme ils lèvent de l'argent auprès de partenaires, ça crée une relation d'argent dans le voyage qui est très compliquée. Et notamment, là, je vais redonner quelque chose d'équilibré, je pense. C'est que souvent, ces aventuriers, à un moment, paniquent dans la relation avec leur partenaire. Et je leur dis, revenez au contrat. Et quand on revient au contrat, je dis, ces gens, ils vont donner de l'argent pour des prestations. Quelles sont ces prestations ? Et toutes les demandes qu'ils viennent vous faire après, est-ce qu'elles sont dans ces prestations contractualisées ou est-ce qu'elles n'ont rien à voir ? Et si elles n'ont rien à voir, après, libre à vous de dire oui ou non. Mais vous ne sentez pas une obligation de répondre. Et le fait de revenir au contrat, en fait, baisse cette pression-là. Et donc, je pense que, tu vois, là aussi, il y a un peu ce traumatisme de... je sais pas si c'est de la féodalité, j'en sais rien, mais à partir du moment où je te donne de l'argent, je te fais faire ce que je veux. Ouais. Mais je pense que ça, on voit aussi, par exemple, quand les gens reçoivent des investissements, des gros investissements qui vont chercher de l'argent auprès des investisseurs, je pense que le rapport à l'argent de chaque entrepreneur et la relation avec l'investisseur, ça change beaucoup de chaque personne. Donc, il y a des gens qui ont la mentalité, c'est beaucoup mieux d'entreprendre avec de l'argent de quelqu'un d'autre, parce que je prends moins de risques que c'est pas mon argent. Et il y a des gens qui ont tellement peur d'avoir ça, parce qu'ils pensent, ok, là j'ai un compromis, que je dois honorer ça, même que l'investisseur, il est très au clair du risque qu'il prend. Oui. Mais en lien avec ça, ce qu'on a beaucoup vu, c'est aussi en freelance ou même à son compte ou en entreprise, c'est la partie de quand on fixe les prix. Où il y a toujours un stade où on se dit, si je fixe ce prix-là, c'est tellement haut que je suis l'esclave de la personne qui a accepté de le payer, avec beaucoup de mal de se détacher de ça. Et en même temps aussi, quand on fixe des prix très bas, c'est là où on est véritablement esclave du client auquel on est ça, parce que finalement, lui ne nous considère pas à la hauteur, il nous considère à la hauteur de ce qu'on a payé. Et du coup, tu as toujours ce ratio qui est assez particulier. Et c'est là où c'est intéressant quand je te disais tout à l'heure de fixer ton prix en fonction déjà de combien tu as besoin pour vivre ou du confort que tu vises. Parce que ton prix devient légitime. Je sais que je me fais payer ce prix-là, et il est cher, parce que ça me permet de vivre, simplement. Et alors là, je vais parler de mon métier, dans le coaching. Si tu veux, les coachs professionnels qui vivent plusieurs années, 1 heure de coaching, c'est entre, je vais donner une fourchette très large, entre 300 et 500 euros de l'heure. C'est énorme. Et si tu veux trouver des coachs qui se font payer 30 euros de l'heure, tu vas en trouver. Par contre, je pense que soit c'est des gens qui ont beaucoup d'argent à côté et qui font ça en loisir, soit c'est des gens qui passent pas les 2 ans. Tu vis pas avec ça. Donc le prix, là, il est pas juste. Et les prix qui sont sur le marché, ils paraissent élevés, mais ils sont justes parce que ça permet de vivre, alors correctement, hein, confortablement. Mais voilà. Donc je pense que cette question et moi je sais que quand j'ai fixé mon taux horaire de coaching, j'ai dû passer par une séance de coaching pour me libérer de ce poids-là, parce que ça me paraissait trop. Sauf que derrière, il faut voir aussi combien d'heures de coaching dans l'année tu fais payer à tes clients, toutes tes charges. Il faut regarder à la fin combien il te reste, quoi. Et cette relation féodale, on la retrouve aussi, je trouve, dans une certaine mesure. On a beaucoup parlé dans un épisode avec Lucille Quillet sur le rapport dans le couple, dans la relation même au sein du couple. Surtout, en fait, si c'est l'homme qui ramène l'argent, la femme, parfois, ou gagne plus, quand on a des écarts salariaux, la femme va surcompenser sur des tâches ménagères par rapport aux enfants pour, une fois de plus, réinstaurer cette sorte de relation féodale liée à l'argent pour compenser ce qu'elle ne gagne pas par rapport à l'autre. Et ça, pareil, du coup, on peut en sortir par du coaching, il faut travailler dessus, ça revient en même sorte de trauma, du coup. Alors, peut-être que le coaching peut y répondre, mais ça va pas être du coaching professionnel comme moi je le fais, mais plutôt du coaching de vie, ou une thérapie de couple, ou voilà. Hein. Ouais. Une autre question qu'on avait, parce qu'on a beaucoup discuté justement de comment a changé ce rapport à l'argent, sa relation à une stabilité financière. Et tu as donné plein de biais, plein de conseils assez concrets. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, parce qu'on a parlé de justement réaliser un budget du passé, mais aussi prévision de l'avenir, discuter en famille, discuter justement avec une mère, un père, des grands-parents et comprendre un peu la relation à l'argent qui vient depuis longtemps. Est-ce que
as l'arbre avec l'arbre de vie. Donc, il y a plein de méthodes différentes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais apporter? Juste un message, je pense, c'est se réapproprier l'argent, en fait, tout simplement. C'est que l'argent... Il y a trop de choses qui sont liées, donc c'est quelque chose de complexe. Là, je vais faire la différence avec compliqué. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais quelque chose de compliqué, c'est une suite mathématique, donc le résultat est certain. Quelque chose de complexe, c'est quand il y a tellement de données qui sont différentes, qui influent sur le résultat, que tu ne peux pas maîtriser. Et c'est toute la pensée d'Edgar Morin sur la complexité. Donc ça, j'invite les gens à aller lire Edgar Morin. Et on te dit que tu sors de la complexité par le sens. Donc pourquoi je veux gagner de l'argent ? Est-ce que j'ai un projet ? Est-ce que c'est pour élever mes enfants ? Est-ce que c'est pour moi ? Voilà, par le sens, et par la co-construction aussi. Donc pas rester seul avec ça. Et je pense que remettre ça en perspective permet vraiment de se réapproprier l'argent. Cet argent, elle est pour moi, je décide de comment je veux le vivre, ce que je veux en faire, et voilà, c'est presque un bouclier en fait par rapport à tout ce qui peut venir de l'extérieur et qui influe sur mon rapport à l'argent. Très clair. Super, trop bien. Pour un peu à chaque fois en fin d'épisode, en dernière question, on te demande de tirer une carte juste là. Tu choisis n'importe quelle carte, on te laissera juste lire la question et y répondre. Je tiens à préciser que je ne tire pas les cartes en coaching. Ouais, non, c'est pas du tout la prétention qu'on va avoir. Donc je lis. Ouais. Alors, cash futur. Quel blocage ou frein pratique rencontres-tu aujourd'hui qui t'empêche d'investir régulièrement ? C'est à moi que je pose la question ou c'est aux auditeurs ? À moi ? Par rapport, est-ce que même s'il n'y en a pas, peut-être une question qui se posait avant, si tu t'es mis à investir après ? La peur, je pense... tu vois, aujourd'hui, on est dans une situation économique qui est un peu complexe. Je ne vais pas dire compliqué, mais complexe. Voilà, ce qui fait que, tu vois, d'un point de vue financier, moi, je suis juste là, je suis en dessous du confort. Alors que ces dernières années, j'étais plutôt dans le confort. Là, je suis en dessous du confort, même si j'ai de l'espoir, parce que je vais créer une autre société là, pour un jeu sur le management. On pourra parler, mais... aujourd'hui, alors déjà je dis ça, mais je mets de l'argent de côté pour mes enfants tous les mois quand même, je continue à le faire, ça c'est automatique. Mais il y a des moments, le frein, ça peut être celui de se dire je suis dans le minimum dont j'ai besoin pour vivre, pour pouvoir investir. Alors qu'en fait, je pense que je suis quand même encore un peu au-dessus de ce minimum. Et ça me fait peur de l'atteindre. J'ai peur d'atteindre ce minimum, parce que là... tu fais plein de scénarios de dingue dans ta tête. Je vais devoir vendre la maison, je vais devoir déménager, je vais devoir ceci, je vais devoir cela. Il y a un emballement émotionnel que j'ai pas envie de déclencher. Et à l'avance, je sais qu'en plus, toutes ces peurs sont fausses. Mais n'empêche qu'elles sont là quand même. Et ça limite. J'imagine. Génial. Et merci Thomas, c'était vraiment un super épisode. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs et auditrices qui ont resté jusqu'au bout de cet épisode. Merci aussi à Bourse-Banque qui nous ont permis d'avoir ce super studio et aussi d'avoir l'épisode en vidéo. Et on se voit pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Vous avez aimé cet épisode ? Retrouvez-nous dès maintenant sur Instagram, @cashconfidence avec un S. Vous pourrez y retrouver plein de conseils dans la continuité de tout ce qu'on se dit dans ce studio. À très bientôt.